Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce séminaire d'Ouranos. Mon nom est Caroline Larrivée. Je suis la directrice de la programmation scientifique chez Ouranos et ça me fait vraiment plaisir ce matin là, d'introduire ce séminaire, ce webinaire et les présentateurs. En fait, c'est des collaborations de longue date, en fait, tant avec Sarah Dorner et son équipe qu'avec Daniel Dagenet dans notre programmation à Ouranos. Et puis, c'est un projet particulièrement intéressant parce que c'est vraiment les résultats de suivi, de plus de 2 ans de suivi de mesures qui ont été mises en place à Trois-Rivières, qui découlent en fait d'actions qui avaient été suggérées ou recommandées en termes de mesures à mettre en place pour s'adapter aux effets des changements climatiques. Donc, c'est vraiment dans la continuité de beaucoup de travail qui a été fait. Donc, ça va être vraiment intéressant d'écouter les résultats. Je vais juste commencer en présentant, en fait, les personnes impliquées et les présentateurs, et puis après, on procédera aux présentations. Donc, Sarah Dorner, elle est professeure titulaire au département des génies civils, géologiques et des mines de l'École polytechnique de Montréal. Elle était titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la protection des sources d'eau potable de 2007 à 2019. Elle mène des projets de recherche sur des nouvelles technologies qui visent à assurer justement la qualité de l'approvisionnement en eau potable et elle dirige des projets d'infrastructures vertes pour le contrôle des eaux pluviales et de l'adaptation au changement climatique, des outils de suivi pour l'identification de périodes de risque élevés pour l'eau potable depuis vraiment plusieurs années et dont à l'intérieur de projets de collaboration avec nous. Elle est accompagnée aujourd'hui par Samuel Doucet qui a complété ses études en génie civil à l'École polytechnique en 2014. Pendant 5 ans, il a travaillé dans le domaine des armatures composites avant de retourner aux études en génie de l'environnement. Il est actuellement étudiant au doctorat et étudie la performance des cellules de biorétention construites à Trois-Rivières dans le cadre du projet justement de la rue Saint-Maurice. C'est Samuel qui va présenter. Sarah restera là aussi pour aider à répondre aux questions par la suite. On va prendre à peu près une demi-heure en tout. Je vais les laisser présenter puis prendre des questions après, mais je vais tout de suite présenter Danielle Dagenet qui présentera dans la deuxième partie de ce webinaire. Elle est directrice de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Elle est professeure titulaire à cette école également. Elle détient des diplômes en agronomie, en Plant Science de l'Université McGill, en génie de l'environnement et en design environnemental. Ses recherches et publications portent sur la mise en œuvre d'infrastructures vertes ou de phytotechnologies pour la gestion des eaux pluviales en milieu urbain et pour l'adaptation au changement climatique, tant d'un point de vue technique que de planification urbaine et sociale. Elle collabore avec des municipalités, des ministères là, à titre de chercheur ou d'expert conseil. Et en 2019, elle a reçu le prix Henri Tucher du Jardin botanique de Montréal pour sa contribution significative à l'avancement de l'horticulture au Québec. Donc, je vais vous laisser présenter. On commence avec Samuel, que je vais laisser partager son écran. Je vais revenir, moi, dans une vingtaine de minutes pour commencer la période de questions et discussions. Alors, bonjour à tous et merci d'être avec nous en cette fin d'avant-midi pour le webinaire. Je vais donc débuter la présentation sur les cellules de biorétention et la première portion de la présentation sera consacrée principalement au volet plutôt hydrologie, qualité de l'eau. Et par la suite, Mme Dagenet continuera avec le volet plutôt végétaux du projet. Donc, avant de commencer, j'aimerais simplement souligner là, que d'autres personnes ont contribué à cette présentation, Mesdames Françoise Bichet, Andrew Watour et Emma Fromankova, qui malheureusement ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais qui ont contribué à la présentation. Alors, rapidement, qu'est-ce que le grand projet de la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières et donc, en fait, le projet qu'on étudie actuellement? Donc, ça consiste en un tronçon de la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières qui comprenait des infrastructures vétustes qui nécessitaient une intervention. Et la Ville a souhaité, tant qu'à faire l'intervention sur cette section de rue-là, d'intégrer des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales sur ce tronçon. Et dans le cas présent, donc, ce qui a été choisi, c'est l'intégration de cellules de biorétention.
Donc, voici un petit peu une photo montrant l'ensemble du projet. Donc, on a, dans un premier temps, réduit la largeur des rues. Donc, il faut voir que c'est une rue qui est en pente. Donc, avec une vitesse assez élevée là, en amont. Et souvent, il y avait un problème de vitesse, c'est un quartier résidentiel, il y avait un problème de vitesse des automobilistes. Et donc, la réduction, dans un premier temps, de la largeur de la rue a permis de réduire la vitesse des automobilistes dans le quartier. Et non seulement ça, mais ça a aussi dégagé de l'espace pour pouvoir intégrer des cellules de biorétention. Et donc, ces cellules de biorétention-là viennent collecter les eaux de ruissellement qui vont s'accumuler en surface de la chaussée et offrir donc un certain contrôle qualitatif et quantitatif des eaux pluviales. Donc, l'objectif global, donc ce que nous, on regarde avec ce projet-là, c'est évaluer les cellules de biorétention comme mesure d'adaptation au changement climatique. Et donc, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on regarde? C'est, dans un premier temps, établir les performances des cellules de biorétention avec certains contaminants à l'intérieur. On regarde notamment les métaux, différents nutriments comme le phosphore, l'azote, les chlorures et aussi certains pathogènes comme les E. coli. Et on s'intéresse vraiment à voir quelles sont aussi les différences qu'on peut observer au niveau de la variabilité saisonnière. Donc, quelles sont les différences en hiver, donc au dégel, par rapport à l'été, pour vraiment se situer dans un contexte climatique québécois. On essaie aussi d'évaluer si on observe un relargage de certains métaux. Donc, les biorétentions sont souvent conçues pour permettre un certain niveau d'infiltration. Donc, de voir est-ce que ce relargage de métaux-là peut contribuer ou avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines. Et donc, voir est-ce que ces cellules de biorétention-là peuvent avoir un impact sur la qualité des eaux. Et aussi, donc, au niveau plus volet hydrologie, on essaie de voir donc comment les biorétentions peuvent nous aider dans un contexte de changement climatique. Et donc, pour ce faire, on procède à différentes simulations SWIM en fonction des données qu'on récolte sur le terrain. Donc, comme je le disais, le suivi scientifique est réalisé par une équipe multidisciplinaire. Donc, de notre côté, à l'École polytechnique de Montréal, on s'occupe plutôt des performances hydrauliques et qualité des eaux. Donc, sur l'ensemble des biorétentions qui ont été construites, donc à peu près une quarantaine de biorétentions sur le site, 6 ont été sélectionnés pour le suivi scientifique avec une biorétention vraiment qu'on étudie en profondeur. Et du côté de l'Université de Montréal, avec l'équipe de Daniel Dagenet, il s'occupe principalement de l'efficacité des différents substrats et des différents végétaux sur les 6 biorétentions qui ont été sélectionnées pour le suivi scientifique. Donc, quelques photos de la biorétention qui est suivie. Donc, on a, dans un premier temps, on a différents puisards qui nous permettent d'accéder à l'eau entrant et sortant de la biorétention. Donc, on a un puisard à la sortie de la biorétention qui nous permet d'accéder au drain sous la biorétention qui collecte l'eau qui passe à travers la biorétention. On a des différents piézomètres aussi qu'on a installés sur une biorétention qui nous permet d'accéder à l'eau souterraine, donc de prélever mensuellement des échantillons d'eau souterraine pour voir la qualité de l'eau souterraine sous la biorétention. Et on a aussi le puisard à l'entrée, le puisard de trottoir, qui nous permet de prélever l'eau de ruissellement, c'est-à-dire l'eau qui va entrer dans la biorétention. Généralement, disons, on a un puisard de sortie, ou un puisard vraiment qui permet d'accéder au drain de sortie, étant donné que c'est un projet au suivi scientifique. Par contre, généralement, oups! Donc, tu peux continuer. En fait, on va juste demander aux personnes qui se joignent de fermer leur micro, mais tu peux continuer. OK.
Et aussi, donc, donc, les puiseurs de sortie en général, on ne trouvera pas ça nécessairement sur les biorétentions. Donc, c'est simplement dans ce cas-ci, on a un puiseur pour nous permettre, nous, de faire le suivi scientifique et de pouvoir collecter l'eau à la sortie des biorétentions. Donc, voici une petite photo en coupe de la biorétention. Donc, on a la façon que la biorétention est conçue. Donc, on a un puiseur de trottoir directement adjacent à la chaussée. Donc, généralement, ce qu'on peut observer dans les biorétentions, on va trouver la biorétention plutôt directement à côté de la chaussée, avec le trottoir, si on veut, à l'extérieur de la biorétention. Bon, dans ce cas-ci, la Ville de Trois-Rivières a choisi de mettre la biorétention, disons le trottoir directement adjacent à la chaussée, avec la biorétention à l'extérieur, pour vraiment un contexte de déneigement. C'est vraiment pour faciliter le déneigement. Donc, c'était vraiment en réponse à une certaine problématique associée vraiment à notre climat, là, donc la gestion de la neige en hiver. Et on a donc un premier puiseur, donc puiseur de trottoir qui vient collecter l'eau de ruissellement. Donc, l'eau s'accumule dans le puiseur de trottoir et donc le niveau d'eau s'accumule dans le puiseur. Et après un certain niveau, l'eau se déverse dans la biorétention. Et la façon que le système est conçu, on a une conduite en pente inversée qui se dirige vers la biorétention. Donc, on a toujours un certain niveau d'eau en conception qui devrait s'accumuler dans les biorétentions. Donc, dans ce cas-ci, un maximum de 225 mm qui avait été considéré pour la conception. Et si jamais on a un trop-plein dans la biorétention, la conduite en pente inversée permet à l'eau de retourner vers le puiseur et on a la conduite de trop-plein dans le puiseur qui achemine l'excédent d'eau directement vers l'égout pluvial. Et on a aussi un système de redondance des puiseurs, c'est-à-dire qu'on a un puiseur de rue aussi directement en aval du puiseur de trottoir. Donc, qu'est-ce que ça donne? Une petite photo ici pour vous montrer. Donc, on a le puiseur de trottoir qui permet, dans un premier temps, donc vraiment de collecter l'eau de ruissellement et l'acheminer à la biorétention. Mais on a directement en aval, donc c'est-à-dire que l'eau passe en premier vers le puiseur de trottoir et par la suite vers le puiseur de rue. Et ce puiseur de rue-là collecte l'eau, on va dire l'excédent d'eau qui n'aurait pas entré dans le puiseur de trottoir. Donc, c'est vraiment un système de redondance qui avait été prévu par la Ville pour, étant donné que c'était plus une question, c'est la première fois que un projet comme ça avait été réalisé par la Ville et par principe de précaution, on avait choisi de mettre un deuxième puiseur. Cette redondance-là a quand même un certain impact parce qu'on voit que le puiseur de rue, donc le puiseur en fait qui collecte l'eau, mais qui ne l'envoie pas vers la biorétention, donc directement vers l'égout pluvial, collecte une portion très significative de l'eau. Donc, en réalité, on a une portion très significative de l'eau de ruissellement qui n'est pas du tout acheminée vers la biorétention. Et donc, c'est sûr que ça crée un principe de précaution, mais ce puiseur de rue-là vraiment collecte une grande portion de l'eau de ruissellement. Et aussi, on a d'autres particularités là, en plus de ce que je vous ai déjà mentionné. Donc, évidemment, comme je vous disais, on a le trottoir qui est directement adjacent à la chaussée et le puiseur de trottoir qui a été sélectionné est assez gros. En général, on va plutôt recommander une profondeur de 300 mm pour ce type de puiseur-là parce que, essentiellement, le puiseur agit aussi à titre de pré-traitement. C'est-à-dire que ce puiseur-là permet une première décantation des matières en suspension. Donc, ça agit essentiellement aussi comme pré-traitement. Et généralement, on recommande pour des fosses à sédiments comme ça une profondeur maximale de 300 mm. Dans ce cas-ci, on a une profondeur de 1,2 m. Donc, évidemment, avec une section quand même assez importante, ça fait en sorte que le volume du puiseur de trottoir est assez conséquent. Et donc, évidemment, le puiseur doit se remplir dans un premier temps avant que l'eau puisse se déverser dans la biorétention. On a aussi une surface de biorétention qui est assez
assez grande. Donc, on a une surface qui correspond à 25 de la surface de drainage, alors que si on regarde, par exemple, dans le guide de gestion des eaux pluviales, on recommande généralement de 5 à 10 Donc, c'est quand même plus de 2 fois plus élevé que les valeurs recommandées. Et on a une biorétention sans membrane étanche. Il y a plusieurs types de biorétention. On peut, en fonction du site où on implante ces systèmes-là, on peut avoir des biorétentions qui sont conçues pour infiltration seulement, des biorétentions qui sont conçues pour infiltration avec un drain, ce qui est le cas, en fait, des biorétentions qu'on étudie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une portion de l'eau qui s'infiltre dans les sols, mais le drain, sous la biorétention, collecte une partie des eaux de ruissellement. Et on a donc des biorétentions avec une membrane étanche, donc vraiment un système qui est isolé, du sol. Et donc, essentiellement, tout l'eau qui va passer au travers de la biorétention sera collectée par le drain. L'excédent d'eau, en fait, sera collecté par le drain. Dans ce cas-ci, on a une biorétention sans membrane étanche, mais on a un niveau de la nappe phréatique qui est très élevé, principalement au dégel ou lorsqu'on a un soulèvement de nappe, par exemple, sous des précipitations importantes. Et on remarque que la nappe phréatique, en fait, rejoint régulièrement le niveau du drain et on aurait un captage d'eau de la nappe phréatique assez important. Évidemment, le fait que la nappe phréatique soit si haute, ça fait en sorte que les biorétentions, lorsqu'on les conçoit pour infiltration, mais pendant le moment où la nappe phréatique est haute, le potentiel d'infiltration est fortement réduit. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Et donc, ça peut poser problème si ce n'est pas pris en compte dans certains cas. Parce qu'évidemment, si on prévoit un certain potentiel d'infiltration et qu'il n'y a pas lieu, bien, on réduit la capacité hydraulique de la biorétention. Dans le cas, évidemment, à cause du surdimensionnement de la biorétention, ce n'est pas un problème, mais dans certains cas, ça pourrait l'être. Donc, comment on fait pour mesurer donc, tous les paramètres qu'on étudie? Donc, on a installé des déversoirs. Donc, à l'entrée, on a installé un déversoir de type binotch, qui est avec une sonde de pression à l'intérieur du puisard, qui nous permet de mesurer le niveau d'eau à travers le V et de convertir ça en débit. Et on prélève des échantillons pendant chaque précipitation. On prélève, pas chaque précipitation, mais plutôt des précipitations sélectionnées. On prélève de l'eau directement dans la boîte déversoir, qui correspond à l'eau qui entre dans la biorétention. Et donc, pour le déversoir à la sortie, donc on a une boîte déversoir similaire qui est installée dans le puisard et qui collecte l'eau en provenance des drains. Et on a un transducteur ultrason et une sonde à l'intérieur du puisard qui nous permet de convertir le tout en débit. Et ça nous fait aussi une boîte qui nous permet de collecter l'eau qui provient directement de la biorétention. Et donc, on prélève des échantillons d'eau qui proviennent de la biorétention de cette façon-là. Donc, rapidement, le cycle, donc, comment fonctionnent les biorétentions essentiellement et quel est le cycle des contaminants dans une biorétention? Donc, on peut voir la biorétention comme étant essentiellement un filtre, donc un grand filtre. Donc, l'eau va passer au travers de la biorétention, donc va filtrer les particules, les plus grosses particules dans les eaux de ruissellement. Et lorsqu'on a aussi donc, une certaine nappe qui peut s'accumuler en surface des biorétentions, on peut avoir aussi de la sédimentation qui va s'effectuer en surface, donc dans la nappe, en surface de la biorétention. On a aussi des processus de sorption-désorption, donc où les différents contaminants vont s'attacher aux particules de sol. Donc, des processus de précipitation, dissolution qui peuvent avoir lieu dans les biorétentions. Immobilisation, minéralisation. Donc, immobilisation, ce sera plutôt
l'intégration d'un contaminant à la biomasse. Donc, j'ai mis ici l'exemple du phosphore à titre indicatif. Donc, ce sera l'intégration du phosphore phosphore organique à la biomasse. Et la minéralisation, c'est essentiellement l'inverse. Donc, c'est la conversion du phosphore, selon l'exemple, la conversion du phosphore organique en phosphate. Et on a aussi les végétaux qui vont prélever une certaine quantité de contaminants. Et donc, ces différents processus-là vont avoir un impact différent selon le type de contaminant étudié. Les métaux seront principalement enlevés par sorption et aussi donc, le phosphore. Les phosphates vont être aussi enlevés principalement par sorption. Alors qu'on va voir que d'autres procédés comme la minéralisation sont très importants pour l'azote. On peut penser par exemple à la modification dans les sols de la matière organique qui peut s'accumuler en surface des sols, qui vont convertir donc l'azote organique en ammoniac et par la suite en nitrate par nitrification. Donc, au niveau de ce qu'on a observé au niveau des performances hydrauliques. Donc, je vous parlais au niveau de la fosse à sédiments ou du puisard de trottoir qui était de dimension assez importante. Ici, j'ai rapporté sur un graphique pour les périodes qui s'étalent entre juin et septembre. Et on voit que, si vous voyez, donc j'ai mis 2 lignes, donc seuil déversoir et seuil biorétention. Si vous vous souvenez la photo que je vous ai présentée initialement, on a un déversoir V-notch. Donc, on a un premier seuil, c'est-à-dire que l'eau doit monter pour que nous, on puisse mesurer un certain débit. Donc, le niveau d'eau doit passer au-dessus d'un certain seuil. Et le seuil de biorétention correspond vraiment au niveau d'eau minimal pour que l'eau puisse passer vers la biorétention. Et on voit que pour les mois de juin et le mois de juin à septembre, qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui est entrée dans la biorétention. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que l'eau s'est accumulée dans le puisard de trottoir et il n'y a jamais eu de précipitation suffisante pour que l'eau puisse monter à un niveau suffisant pour se déverser dans la biorétention. Et donc, ça limite la grosseur du puisard et ça peut limiter de façon assez significative la capacité à recevoir des biorétentions de l'eau. Et donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est assez important disons, d'avoir des puisards de trottoir qui sont de dimensions peut-être un peu moins importantes pour vraiment s'assurer que l'eau, que finalement les biorétentions puissent recevoir le volume qui était prévu à la conception. Et aussi, on a observé d'autres petits problèmes. Donc, c'est-à-dire, on a observé une accumulation de sédiments. Donc, si vous voyez le puisard de trottoir, en fait, donc en bordure, il peut y avoir une certaine accumulation de sédiments qui se forment et qui viennent obstruer, bloquer l'eau, en fait, l'accès à l'eau au puisard de trottoir. Et donc, ce type de système-là implique un certain entretien parce qu'on doit s'assurer qu'il n'y a pas cette espèce de ligne de sédiments-là qui se forme qui empêche l'eau d'entrer dans les puisards de trottoir. On a aussi dimension des biorétentions versus perméabilité. Donc, évidemment, on a comme je disais, les biorétentions sont très grosses, donc 25% de la surface de drainage. Et on a même une absence d'accumulation d'eau, même lors de pluies exceptionnelles. J'ai une photo après que je vais vous montrer, là, mais même pendant des très fortes pluies, il n'y a jamais d'eau qui s'accumule dans les biorétentions. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement une bonne variable, disons, une bonne dispersion plutôt des contaminants à travers la biorétention. La hauteur de la nappe phréatique, donc ce que je vous ai déjà mentionné, et le problème de la redondance des puisards, en fait, qui fait en sorte que une grosse partie de l'eau est collectée par les eaux par le puisard de trottoir. Par le puisard de rue, pardon. Donc, je vous montre ici une photo. On est allé échantillonner pendant le 8 juin 2021,
où il y a eu un très gros orage à Trois-Rivières, où on a eu finalement 75 millimètres de pluie en 1 heure. Et il y avait beaucoup d'inondations à travers la ville. Et disons, de façon assez intéressante, il n'y avait absolument aucune, aucune nappe d'eau dans la biorétention. Ça fait en sorte qu'on voit vraiment que le surdimensionnement, soit le surdimensionnement ou le problème de perméabilité, fait en sorte que même pour les grandes pluies très importantes, on n'a même pas d'accumulation d'eau dans les biorétentions. Et donc, au niveau des résultats, donc, au niveau des contaminants, donc, ce qu'on a observé pour l'azote, donc un relargage important sous forme de nitrate, principalement au dégel, et on voit des concentrations à l'exutoire qui sont jusqu'à 12 fois, pour les nitrates, jusqu'à 12 fois celles des eaux de ruissellement. Donc, ça indique finalement qu'on a vraiment forte minéralisation dans les biorétentions de l'azote et la nitrification et absence de dénitrification dans les sols. On a aussi un relargage d'azote ammoniacal au dégel, mais on a un enlèvement netto. Et donc, ça indique peut-être que de prévoir des zones de dénitrification dans les sols, par exemple, il y a différents moyens là, qu'on peut pour favoriser la dénitrification, mais essentiellement, si on favorise la dénitrification, on pourrait améliorer l'enlèvement de l'azote. Mais pour le système que nous, on étudie, c'est assez, disons, courant d'observer ça selon dans la littérature, là, de voir vraiment un relargage d'azote sous forme de nitrate par les biorétentions. Pour le phosphore, on a un bon enlèvement du phosphore, bon enlèvement du phosphore total, des phosphates. Par contre, il y aurait peut-être à long terme, est-ce que disons, la capacité de sorption dans les sols va se saturer? Et donc, est-ce que l'enlèvement du phosphore soluble à long terme sera le même? Ça, ce n'est pas aussi clair. Mais pour l'instant, disons, les biorétentions sont assez jeunes et on observe jusqu'à présent un bon enlèvement du phosphore. Au niveau des métaux, donc la première chose qu'on peut observer, c'est que les sels de déglaçage réduisent globalement la performance des biorétentions sur l'enlèvement des métaux. Donc, si on regarde les différents processus là, que je vous ai montrés au début, les sels de déglaçage ont quand même une influence assez importante sur les processus de sorption. Donc, les sels de déglaçage réduiraient l'enlèvement des métaux. Par contre, nous, sur notre site, on a observé un enlèvement généralement supérieur à 80 à l'exception notable du manganèse, où vraiment on observe presque un relargage de manganèse durant l'hiver. Et aussi, on voit que au niveau d'autres cations, donc on a un relargage de calcium, magnésium, potassium en hiver et on a une rétention de sodium. Donc, possiblement par échange cationique avec le sodium dans les sols. Donc là, ce relargage-là, est-ce que ça a un impact aussi sur la structure du sol et la perméabilité à long terme de notre biorétention? Donc ça, ce n'est pas nécessairement aussi clair. J'ai peut-être plus nécessairement beaucoup de temps, mais rapidement, on a aussi fait des simulations au niveau des simulations SWIM sur le secteur pour voir quel est l'impact des biorétentions sur, disons, plutôt le volume de ruissellement. Et si on regarde sur une échelle locale, donc c'est-à-dire vraiment sur une biorétention, on voit que les biorétentions permettent de réduire non seulement les volumes, mais aussi les débits de pointe. Par contre, si on regarde sur l'échelle du site, on voit qu'il n'y a presque aucune différence au niveau de site avec ou sans biorétention. La courbe jaune étant ruissellement sans cellules de biorétention et la courbe noire étant avec biorétention. La raison, c'est qu'on a un ruisseau qui est canalisé dans le réseau d'égout pluvial et ce débit-là est tellement important par rapport disons, au débit qui passe dans les cellules de biorétention que finalement, l'impact vient comme un peu se dissoudre dans ce débit-là. Et à cause de ce ruisseau canalisé-là, bien, finalement, sur le secteur, on ne voit pas vraiment d'impact significatif des cellules de biorétention. Par contre, si on regarde sur une seule biorétention, là, on voit qu'il y a quand même un bon impact sur les débits de pointe et les volumes.
Ça, je vais passer. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on observe? Donc, les cellules de biorétention permettent de diminuer les débits de pointe de ruissellement et les volumes, et donc peuvent minimiser les inondations en milieu urbain. Je vous ai montré l'exemple du 8 juin 2021. Même si on n'a pas vu d'accumulation d'eau dans les biorétentions, ça montre quand même que les biorétentions peuvent servir pour minimiser les inondations. Il pourrait possiblement servir de stockage de neige aussi en hiver en fonction du type de sel utilisé. C'est du chlorure de calcium ou du chlorure de sodium. Pourquoi je dis en fonction du type de sel? Parce que on voit que le chlorure de sodium, à cause du sodium, peut-être que l'apport massif de sodium dans les sols pourrait déstabiliser la structure en provoquant un relargage de calcium, magnésium et potassium, et donc possiblement avoir un impact là, à long terme qui serait négatif. Et aussi, le sodium a un impact sur la santé des plantes. Et donc, démontre aussi, les cellules de biorétention démontrent aussi essentiellement un bon enlèvement de la plupart des contaminants, à l'exception de certains métaux comme le manganèse, et on observe aussi un relargage d'azote. Et donc, ce serait peut-être important d'essayer de voir, peut-être d'intégrer, de favoriser plutôt la dénitrification pour essayer de réduire ce relargage d'azote-là. Et donc, rapidement, remercier tous ceux de loin et de proches qui contribuent à ce projet-là et qui ont permis aujourd'hui cette présentation-là. Merci. Je crois que j'ai dépassé un petit peu. Je suis désolé, Daniel. Merci beaucoup, Samuel. Et puis oui, on va bientôt passer à la partie présentée par Daniel, mais on a quand même le temps pour quelques questions s'il y en a lieu. Puis juste en attendant de voir si les gens ont des questions, vous pouvez lever la main, je vais les prendre dans l'ordre. Donc, je vais commencer tout de suite avec Sabine. Voilà, bonjour. Bonjour, Sabine. Moi, je travaille à l'OBV Yamaska. On a des projets de jardin de pluie avec les citoyens. Première question, vous parlez de la hauteur de la nappe. Elle était à quelle hauteur par rapport au fond de l'aire de biorétention? Par rapport au fond de l'aire de biorétention, on est, je n'ai pas le graphique avec moi, mais on serait à maximum peut-être, au point maximum peut-être 50 mm, 100 mm, peut-être okay. Même vraiment le niveau de la nappe atteindrait potentiellement le niveau du drain. Donc là, ce n'est pas nécessairement clair parce qu'on ne connaît pas exactement la position du drain. Ce n'est pas clair si c'est disons, une montée capillaire de l'eau de la nappe phréatique qui ferait en sorte que l'eau rejoindrait les drains ou si c'est vraiment la nappe qui monte au niveau des drains. Mais on observe au dégel et au printemps vraiment un débit de base continu, même lorsqu'il y a absence de précipitation, un débit de base continu qui proviendrait, en fonction de ce qu'on a observé, là, vraiment, qui proviendrait de la nappe phréatique. Et ça fait en sorte que le potentiel d'infiltration est réduit. Mm-hmm. Et ça fait en sorte aussi qu'on a vraiment un débit là, continu qui est acheminé vers l'égout pluvial. Généralement, si on regarde dans la norme CNSA W200, la distance recommandée lorsqu'on a une biorétention pour infiltration est généralement de 300 mm, je crois, de mémoire. Là. Donc, c'est la valeur recommandée. Généralement, lorsque le niveau de la nappe est aussi élevé, on va plutôt recommander de mettre une membrane étanche pour isoler. Pour empêcher la remontée. Donc. Mm-hmm. OK, parfait. Aussi, comment... est-ce qu'il y a eu un portrait de la ville qui a été fait au niveau des problèmes d'hydrologie et comment a été choisi, dans le fond, la localisation de ce projet-là? Est-ce qu'on s'est dit, rue Saint-Maurice, on le fait parce qu'il y a tel et tel problème, puis c'est notre priorité numéro 1? Comment ça a été choisi, en fait? Alors, moi, je vais répondre ça. Oui, c'est peut-être plus facile. On a monté ce projet avec Daniel puis Ouranos. On avait une idée pour commencer, alors d'avoir une démonstration d'un projet qui aurait des vraies mesures pour voir comment on implante puis tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, vraiment, c'est quoi la réalité. Puis,
avec les villes, ben, à l'époque, c'était des PTI. Alors, c'était vraiment que cette rue-là. Puis, on cherchait des espaces publics parce que ça doit être un endroit où la ville peut agir. Donc, en regardant les endroits où il fallait refaire des infrastructures. Alors, initialement, c'était prévu, en fait, d'envoyer les eaux pluviales, encore une fois, vers le réseau unitaire. Mais là, on l'a séparé complètement. Alors, c'était en partie ça avec les discussions avec la ville. Mais c'est aussi un endroit où on ne pourra pas nuire. Cet endroit-là, ce n'est pas utilisé pour la production de l'eau potable parce que la ville utilise aussi l'eau potable comme source d'alimentation. Les eaux souterraines pour l'eau potable. Alors, ce n'était pas un secteur où on aurait des impacts négatifs si jamais il y en avait. Alors, c'est un peu comme ça. Mais on voit qu'il y a quand même une certaine hésitation avec les redondances. Alors, on n'utilise pas à sa pleine capacité le potentiel des infrastructures vertes. Alors, on enlève une bonne partie des surfaces imperméables, mais on ne l'utilise pas. Alors, c'est comme on hésite un peu d'envoyer plus d'eau vers les biorétentions. Alors, je pense que le message avec ce projet, c'est aussi qu'on pourrait se fier un peu plus à ces infrastructures-là au lieu d'avoir autant de redondance. En tout cas, Danielle est aussi là. Je ne sais pas si elle a des choses à ajouter. Peut-être aussi mentionner que du point de vue plus sécurité routière, par exemple, mobilité douce, mais c'était quand même une rue, comme Samuel l'a très bien mentionné, qui présentait des problèmes de grande vitesse, beaucoup de circulation. Donc, c'était aussi une façon comment je dirais, de pouvoir bénéficier d'autres bénéfices justement des infravertes. Donc, dans ce cas-là, apaiser la circulation, permettre aux piétons de traverser plus sécuritairement, etc. Donc, il y avait cet aspect-là aussi. Super, merci. Je suis très contente que vous fassiez ce projet-là et surtout qu'il y ait un suivi et des résultats et de partage d'expérience assez exceptionnel. Donc, merci beaucoup. Merci. Assurément, puis on va pouvoir continuer justement avec Daniel. Samuel, je vais juste t'inviter à arrêter de partager ton écran, puis Daniel de partager la tienne. Je voulais juste m'assurer qu'il y ait au moins assez de minutes pour faire la présentation, puis on pourra revenir à la fin s'il reste encore des questions. Donc, Daniel, je te laisse y aller. D'accord. Je vais y aller avec... OK, on y va. Bonjour d'abord à tous les participants. Puis, entre autres, j'ai reconnu beaucoup d'anciens étudiants ou des gens que j'ai côtoyés dans d'autres conférences. Alors, bonjour à tous. Merci à Samuel d'avoir déjà mis la table parce qu'il y a plein de diapos que je vais pouvoir passer parce que, dans le fond, Samuel a très bien expliqué la genèse du projet. Qui était en fait un projet double au départ, un projet qui avait été déposé à Oranos et puis ensuite pour lesquels on a trouvé du financement auprès du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie. Donc, 3 bailleurs de fonds pour le projet, Ville de Trois-Rivières qui en a mis pas mal de fonds, Oranos également et puis le CRSNG. Dans les équipes, l'équipe de Polytechnique a déjà été présentée, mais je veux quand même saluer la collaboration de Julien Saint-Laurent, Alexis Pétridis à Trois-Rivières et toute notre équipe de l'Université de Montréal, Institut de recherche en biologie végétale, chaire en paysage et environnement, donc Jacques Brisson, Margit Coïv-Vainic, moi-même, Henri Béral, qui est le doctorat, qui est le pendant végétaux, si on veut, de Samuel, qui est le doctorant, mais qui a accompli le travail, on va quand même le dire. Et puis, Patrick Boivin, qui est conseiller scientifique et grand nombre d'auxiliaires et de stagiaires également. Donc, je vais passer le contexte du projet. Samuel a bien expliqué comment les biorétentions fonctionnent. Mais je veux simplement insister sur le rôle des végétaux dans les biorétentions, donc en particulier dans la gestion de l'eau. Les végétaux, en fait, la biorétention elle-même, c'est à la fois le sol, les végétaux qui agissent pour contrôler les eaux pluviales. Et ce que ça reproduit, les biorétentions, c'est des petites dépressions qu'on retrouve en milieu naturel dans lequel l'eau
disons, est retenu pendant une journée, 2 journées avant de s'infiltrer dans le sol et d'être absorbé par les végétaux et éventuellement transpiré, ou bien de s'infiltrer plus profondément dans le sol et aller jusqu'à la nappe phréatique. Les végétaux aussi contribuent au traitement de l'eau par les biorétentions, par le fait, bon, elles absorbent un peu, évidemment, ils absorbent un peu de nutriments et autres éléments polluants, un petit peu de métaux et tout dans certains cas, mais leur rôle très important est dans la dégradation de la matière organique ou des polluants organiques et ça se situe dans la rhizosphère et c'est beaucoup les communautés microbiennes en fait qui vont jouer ce rôle-là. Donc, avant qu'on poursuive, le projet, vous avez compris il est venu du fait que les villes étaient encore un peu frileuses à l'époque pour implanter des biorétentions. Là, maintenant, c'est une explosion, mais parce qu'on manquait de données sur le projet, qu'on n'avait pas de données sur l'impact sur les eaux souterraines ou surtout, ce qui nous intéressait, c'était l'effet des différentes composantes des biorétentions, donc le sol, dont Samuel a expliqué le rôle, les végétaux, les communautés microbiennes, le pays aussi un peu. Peut-être de noter que dans le cadre du projet subventionné par le CRSNG, il y a tout un volet expérimental qui s'est déroulé en serre, où là, on a vraiment étudié le rôle des végétaux. Donc, on avait des mini biorétentions plantées, non plantées, et puis aussi de différencier l'impact de différentes espèces qui présentaient différents traits fonctionnels sur la performance. Mais ce que je vais vous présenter, c'est plutôt le suivi qu'on a fait à Trois-Rivières. Donc, je vais passer le choix de Trois-Rivières, la construction des biorétentions. Bien, ici, vous voyez à quoi ça ressemblait. C'était quand même tout un chantier. Et au final, donc, on a suivi 6 biorétentions. Samuel vous l'a expliqué également, mais je vous remets cette photo-là pour que vous vous en rappeliez et peut-être pour signaler que dans le cas d'une espèce, Juncus effusus, dont je vais parler plus tard, les biorétentions suivies étaient un peu plus loin. C'est donc passé la biorétention 6 du côté gauche. Elles ont été suivies cependant simplement pour cette espèce-là. Donc, nous, on a suivi 6 biorétentions de façon serrée qui avaient la même composition végétale, ça c'est important, et qui comportaient 2 substrats différents. La ville voulait savoir si un substrat commercial et un substrat produit localement, mais répondant aux mêmes spécifications, si on obtenait la même croissance des végétaux et le même traitement de l'eau, etc. Les espèces qui ont été choisies, en fait, c'était des espèces qui étaient plantées par Trois-Rivières, bien sûr, mais on a essayé de prendre une diversité d'espèces en termes de traits fonctionnels racinaires, puisque la littérature scientifique indiquait qu'on pouvait avoir des différences en termes de performance de ce côté-là. Donc, l'objectif, c'était de comparer les espèces, comparer les substrats, puis je dirais aussi voir comment les espèces se comportaient dans leur milieu en termes de croissance, leur adaptation aux biorétentions. Et il faut signaler une chose, c'est que ce que la littérature montrait, et ça s'est confirmé dans nos expériences en serre, c'est qu'une bonne croissance est garante finalement de bonnes performances en termes de réduction des volumes et d'absorption des nutriments notamment. Oups, attendez, voilà. Alors, une petite photo des différentes espèces qu'on a étudiées. Donc, Cesleria autumnalis, pardon, qui est une espèce exotique une graminée, celle-là. Juncus effusus, une espèce indigène et beaucoup de gens. En fait, Juncus effusus est utilisé depuis longtemps à Portland dans les biorétentions, donc c'était vraiment intéressant pour nous de l'étudier. Iris versicolore, qui est une espèce indigène dont la floraison est intéressante aussi. C'est aussi pour ça qu'on l'utilise. Vous voyez que les systèmes racinaires sont différents, mais pas aussi différents que celui
de l'espèce ligneuse, qui était donc l'arbuste Cornus sericea qu'on a utilisé. Alors, la façon dont les espèces étaient disposées dans les biorétentions était la suivante. Donc, iris versicolore au fond, hémérocale qu'on n'a pas étudié en pourtour, Ciceleria un petit peu plus haut, c'est-à-dire Ciceleria en pourtour, et les cornus, c'est les pastilles vertes, donc étaient disposées de part et d'autre de la biorétention. Voilà. Juncus et Fusus occupaient la place des iris versicolores dans les biorétentions qu'on a suivies. Donc, on a fait plusieurs analyses physiques, chimiques et des communautés microbiennes du substrat. On a aussi analysé le paillis, mais je vais tout de suite vous dire qu'on n'a pas pu faire d'analyse avant et après du paillis parce qu'il s'est décomposé à une vitesse grand V, ce qui est moyennement surprenant parce que le bois ramial fragmenté, c'est non seulement un paillis, mais c'est aussi un amendement de sol. Et donc, il faut qu'il se décompose pour qu'il y ait un apport de nutriments. Et c'est ce qui s'est produit. Au niveau du suivi des végétaux, on a pris différentes mesures morphologiques indicatrices de croissance, notamment le volume et la surface foliaire totale, qui est très importante puisque c'est par les feuilles, évidemment, que la transpiration se fait. Donc, c'est un indice de la possibilité de transpiration des végétaux. Et on a aussi regardé la croissance racinaire et on a analysé les tissus végétaux. Donc, peut-être un rappel du bilan météorologique, puisque ça aurait pu avoir un impact sur la croissance des végétaux, mais ça n'en a pas eu. Donc, vous voyez que les tirets bruns, ou orange, ça note des périodes de sécheresse qui auraient pu avoir un impact sur la croissance des végétaux parce que le milieu, le substrat, donc le sol, entre guillemets, dans lequel sont plantés les végétaux, il est fait pour se drainer rapidement. On aurait pu avoir des problèmes d'assèchement trop grand, puis du fait que les végétaux, à un moment donné, justement, auraient montré des signes de sécheresse. Ça n'a pas été le cas. Et on a différentes hypothèses là-dessus. Donc, les résultats sur le substrat et le paillis, en fait, on a pris des échantillons de substrat dans la biorétention numéro 4 aux endroits indiqués sur le graphique ici. On a mesuré la conductivité électrique, on a pris des échantillons de substrat. Certains ont été aussi utilisés pour les communautés microbiennes et fongiques et on a mesuré l'humidité du sol également. Donc, ça, c'est les résultats des analyses chimiques du substrat. Donc, vous voyez que l'analyse de paillis, on n'a pas d'avant et après, mais l'analyse initiale du substrat et finale, elle est montrée ici. Je vais passer tout de suite aux résultats. Donc, une note importante, c'est que la prise d'échantillons a été d'échantillons, en fait, il y en a eu plusieurs, là, a été prise à la mi-avril 2021. Ça a quand même son importance pour expliquer certains résultats qu'on a obtenus. Bon, il y a une légère augmentation du pH du sol, là, si on l'a remarqué, là, qui passe de 2 à 6,8 à 7,3. En fait, légère, c'est quand même une augmentation assez importante pour avoir un effet sur la chimie du sol. Les hypothèses, c'est que les sels de déglaçage, évidemment, ont un impact sur la chimie et sur le pH, et ça peut expliquer cette hausse de pH, mais aussi le fait qu'on ait pris des échantillons de sol en fin d'hiver. En fait, techniquement, c'est le printemps, mais on s'entend que la végétation ne pousse pas beaucoup en avril. Et donc, avant que la végétation contribue un peu à l'acidification du sol, donc ça aussi, ça peut expliquer que les pH étaient plus élevés. Mais on suspecte quand même pas mal les sels de déglaçage. Augmentation de la matière organique aussi, probablement due au bois ramial fragmenté qui s'est décomposé. Phosphore et azote totaux ont également augmenté. Par contre, on a une baisse des nitrites-nitrates très importante. Et là, on suspecte d'autant plus avec les données de Samuel que c'est dû à du lessivage important, entre autres au moment où on a pris les données. Et
il peut avoir aussi une assimilation par les plantes, peut-être pas au mois d'avril, mais il y en a plus tard, puisqu'on a évidemment eu une croissance des plantes et qu'on sait que les nitrates sont la forme d'azote préférée par les végétaux. Peut-être une certaine dénitrification, puisqu'on avait une zone inondée, mais évidemment, les données de l'équipe de Sarah semblent nous indiquer que c'est probablement surtout du lessivage. On a eu une baisse du calcium, du magnésium, du potassium, encore là, celle de déglaçage. Si c'est du NaCl, parce que là, il faut dire qu'on a eu des renseignements un peu contradictoires à ce niveau-là. Pendant les premières années, on nous a dit que le sel de déglaçage utilisé était du NaCl. Et puis là, on a eu d'autres informations cette année, comme quoi c'était peut-être du chlorure de calcium. Évidemment, ça changerait un petit peu l'explication du résultat, mais à notre avis, d'après ce qu'on obtient comme résultat, l'utilisation du NaCl est plus probable. Par contre, on a eu une baisse des chlorures, mais ça peut être dû au lessivage aussi, mais on sait maintenant que depuis quelques années qu'il peut y avoir une chloration de la matière organique par les micro-organismes, un certain prélèvement des chlorures. Donc, ça peut contribuer à expliquer la baisse des chlorures. On a une accumulation de contaminants cuivre, manganèse, zinc, mais les autres étaient sous les seuils de détection. La conductivité électrique, en fait, elle n'a pas furieusement changé, mais vous allez voir qu'elle était différente selon les emplacements. Par exemple, côté pelouse habitation, côté trottoir-rue, on avait une conductivité du substrat qui était plus importante, ce qui nous fait dire que c'est plus que, disons, autour de l'entrée d'eau. Ce qui nous fait penser que le problème de la salinité qu'on a observé était plus dû au salage des trottoirs qu'à l'eau salée provenant de la rue, en tout cas rendu au mois d'avril. Au niveau de l'humidité, ce n'est pas surprenant de constater que c'était plus humide au fond des biorétentions. D'ailleurs, c'est excellent pour les végétaux qu'on y cultivait, comme les iris versicolores. Le côté pelouse habitation était plus sec que le côté trottoir, mais ça, on ne s'y attendait pas. Et une hypothèse est que la pelouse est quand même une grande consommatrice d'eau, donc ça peut être expliqué. On n'a pas vu de différence entre les deux substrats et c'est un peu ce qui était attendu. Donc, rapidement, vous voyez que les végétaux ont bien prospéré. Ici, les juncus et là, le cornus, vous voyez le volume pris par les cornus. Alors, ça se reflète dans les indicateurs qu'on a mesurés. On voit ici effectivement que le cornus est le grand gagnant en termes de biomasse foliaire, ici. Et le juncus arrive, disons, bon deuxième derrière les cornus. En termes d'absorption de nutriments et de métaux, je vous montre rapidement les graphiques, mais j'en arrive aux résultats. On n'a pas eu vraiment beaucoup de différence entre espèces en termes de concentration qu'on a retrouvée dans les parties aériennes, mais bien sûr, la biomasse totale diffère. Ça, pour les nutriments azote, phosphore, qui sont les nutriments considérés comme des polluants. Par contre, Juncus et Fusus a accumulé certains métaux, cadmium, cuivre et surtout zinc. Donc, ça, c'était quand même intéressant à noter. Au niveau de l'évaluation phytosanitaire, puis là, je surveille mon heure, je me dépêche. On a eu certains problèmes. Les cornus ont été attaqués par des altises. Bon, tous ceux qui travaillent en horticulture ne seront pas très surpris. Les altises ne sont pas très discriminantes quand vient le temps de se nourrir au printemps, mais les cornus font partie quand même des aliments de choix. Par contre, les 2 dernières années, on a eu moins de problèmes. La dernière année, 2021, on a eu moins de problèmes. On a eu la première année beaucoup de rouille sur les iris. On ne l'a pas fait identifier, mais c'est probablement Puccinis sessilis, un rabattement des iris à l'automne qui empêche une réinfection au printemps, a quand même limité l'infection l'année suivante. On a commencé à observer des perceurs de l'iris cette année. Ce n'est pas non plus surprenant parce qu'on a une grande densité de plantations. Donc, évidemment, les papillons du perceur peuvent repérer des plantations d'iris quand on en a beaucoup au même endroit. Et là encore,
le contrôle, ça serait de rabattre les iris à l'automne pour empêcher les larves qui ont émergé des œufs pondus sur les feuilles de se rendre dans les rhizomes. Céciliria, ce qu'on a observé, c'est que le rabattage pour prélever la biomasse avait un effet néfaste sur les Céciliria. Et donc, dans ce cas-là, on ne préconise pas de rabattre. On doit aussi remarquer que les espèces qui étaient en bordure de route ont été endommagées lors du déneigement. Donc, ça, il faudrait faire attention. Au niveau des racines, peut-être avant qu'on termine, une chose très intéressante, c'est qu'une année après l'implantation, déjà, toutes les espèces se rendaient jusque là où nous, on était capable de voir avec nos rhizotrons, c'est-à-dire jusqu'à la surface de la couche de sable, de la biorétention. Ce qui voulait dire entre 50 et 60 et même un peu plus que 60 cm dans certains cas. Donc, rapidement, le substrat est colonisé. Ça, c'est le genre de graphique qu'on voit. Donc, ça veut dire que en fait, ça peut expliquer peut-être que les végétaux ont eu accès à l'eau souterraine à un moment donné, ce qui explique leur belle forme malgré la sécheresse. Je vais peut-être laisser arrêter là. C'est sur la diversité microbienne. On pourra peut-être en discuter si quelqu'un me pose la question, mais sinon, je pense que j'aimerais mieux prendre des questions. Merci beaucoup, Danielle. Merci pour la présentation. Puis, je reviendrai là, pour conclure autour du projet et sa contribution. Mais je vais déjà tout de suite aller voir s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que j'arrête de partager, Caroline? Oui, tu peux arrêter, je pense, de partager. Peut-être pendant que j'attends pour voir s'il y a des questions à poser. Merci à vous trois pour la présentation. C'est vraiment important comme projet. C'est la première fois, je crois, qu'au Québec, on fait ce genre d'études où on suit vraiment la performance de ce genre de mesures qu'on met en place. Donc, c'est une contribution vraiment importante. Puis, j'en profite aussi pour moi, à mon tour, remercier la Ville de Trois-Rivières qui a bien voulu se prêter à l'exercice. En fait, c'était intéressant de voir qu'on pouvait saisir l'opportunité d'un projet de réflexion, mais on comprend qu'effectivement, là, c'est assez exigeant, mais par contre, ça donne des super belles pistes pour la suite, pour la conception et l'entretien du côté de ce genre d'infrastructure. Je vais tout de suite aller vers Dodi Gasser, que je vois à l'écran, qui lève sa main pour la question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment très intéressant. J'aurais voulu savoir, le biochar, il en est souvent question. J'imagine que vous y avez peut-être pensé au niveau des substrats, d'ajouter du biochar pour les processus de sorption de certains contaminants. Puis je pense qu'il y a une industrie aussi qui produit du biochar dans la région de Trois-Rivières, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit, peut-être. En fait, au moment où on a fait où on a implanté les biorétentions, l'intérêt était vraiment d'utiliser des substrats standards qui sont normalement utilisés dans les biorétentions. Mais oui, effectivement, le biochar, et puis ça va sans doute faire partie d'un autre projet. Oui, le biochar semble être intéressant pour absorber différents polluants, mais c'est ça, on ne l'a pas considéré parce qu'on partait avec en tout cas du point de vue de l'implantation des végétaux, une implantation de base. Je pense, pour votre information, j'avais croisé cette information à Vancouver. Je pourrais vous l'envoyer si je retrouve le rapport. Ils mettaient un lit de biochar dans le fond de la cellule de biorétention. OK. Comme je dis, c'est quelque chose qui est en discussion dans le cadre d'un autre projet, puis l'addition de biochar fait partie des possibilités, soit mêlées au substrat. Je ne pense pas que ça soit au fond, parce que le problème, en fait, je peux me permettre, je ne vois pas vraiment l'intérêt de le mettre au fond. Ça peut aider à traiter l'eau, mais ça ne va pas protéger les végétaux contre les effets néfastes des sels ou de certains métaux. En effet.
Il y a quand même une option à la surface. Alors, en fait, Samuel va continuer ses travaux de recherche aussi avec des colonnes pour comprendre, en fait, où se passe, parce que normalement, on s'attend à avoir une sorption vraiment dans les premières couches. Oui, c'est d'accord. effectivement. En plus, c'est normalement dans les 5 premiers centimètres qu'on retrouve les métaux. OK. Donc, ouais. Je vais tâcher de retrouver le rapport. Puis, Oui, quand merci même, beaucoup. ça m'intéresse. Merci. Merci Je beaucoup. vois, merci pour la question. Je vois qu'il y a d'autres mains levées. On a déjà dépassé un peu le temps. Je voulais simplement mentionner qu'effectivement, il y a énormément d'informations. Peut-être pour la présentation d'une heure, ce qu'on voulait juste faire, c'était introduire l'immense travail qui avait été fait. Les rapports sont dans les dernières phases de finalisation, donc seront rapidement disponibles sur le site Internet. Et il y a peut-être aussi des opportunités où vous allez présenter par ailleurs, donc on pourrait peut-être aussi communiquer cette information-là s'il y a d'autres présentations qui sont disponibles. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent rester en ligne pour continuer à échanger un peu. Je pourrais prendre les quelques questions qui restent, mais je voulais juste pas abuser du temps de tout le monde. Donc, je ne sais pas, Daniel, Sarah et Samuel, si vous êtes encore disponibles pour quelques minutes. Oui, ben moi, je suis Oui, disponible. j'arriverai en retard à une autre réunion, mais c'est pas grave. On va peut-être essayer d'aller rapidement. Je vais prendre la question de Mélie puis de Louis Dumas, puis on arrêtera par la suite. Merci aussi de votre patience, là. Très, très belle présentation. Alors, moi, j'ai des questions par rapport au coût que cela représente. Dans la mesure où actuellement je travaille sur un cadre d'évaluation des risques d'inondation et d'adaptation, capacité d'adaptation des municipalités. Et donc, une des choses qui m'a frappée, c'est le fait que lors des fortes pluies à Trois-Rivières, le système de biorétention n'a pas pu aller évacuer l'eau, retenir l'eau qui s'est retrouvée finalement dans les rues, ce qui augmente les dommages au niveau de la ville et de la localité. Mais l'autre chose aussi, c'est-à-dire donc par rapport au coût, si on essaye de vendre la biorétention dans les municipalités, est-ce qu'il y a une certaine partie des coûts qui sont déjà par défaut engagés dans les municipalités et donc il y a juste peut-être un ajout à faire pour entrer dans la biorétention, ou bien si on parle de quelque chose d'entièrement différent qui demande vraiment un budget plus grand et conséquent que les municipalités devraient trouver. Donc voilà, je m'arrête là. Très intéressant. Oui, c'est sûr que les coûts, il y a des coûts additionnels que de rebâtir, mais le coût initial, c'est que les conduites devaient être remplacées de toute façon. Donc, alors, on arrive à réduire les coûts, mais c'est sûr que ce sont des coûts additionnels, mais qui peuvent aussi avoir des bénéfices. Alors, ça, c'est un autre projet, peut-être une suite logique avec d'autres collaborateurs à regarder. Daniel pourrait probablement en parler plus. Mais c'est ça. Mais je dirais que alors oui, les biorétentions n'avaient pas pris beaucoup d'eau durant ces événements-là, qui étaient plus intenses. Mais c'est aussi c'est aussi l'hésitation qu'on a à construire. Alors, on a toujours des systèmes de redondance, mais on pourrait se fier un peu plus aux biorétentions. Alors, c'est un peu ça aussi le message. Alors, on pourrait les concevoir différemment pour envoyer plus vers les biorétentions. Et ça aussi, c'est un message important à faire passer. Moi, je peux peut-être ajouter aussi qu'il faut considérer, étant donné que ça a d'autres bénéfices, entre autres, on parlait d'apaisement de la circulation, mais l'embellissement, c'est comme un verdissement qui a plusieurs fonctions. Et des fois, les villes vont, comment je dirais, le fait que les villes sont scindées en différents services. Le service de l'eau va peut-être dire, ah ben là, ça commence à être coûteux, mais en fait, ça relève aussi du service des parcs, puis du service de la mobilité, puis etc. Donc, dans le fond, c'est une espèce il faut apprendre à concevoir ces infrastructures-là par des équipes multidisciplinaires, multiservices, puis associer les coûts à tous ces services-là, en fait. Puis je pense que ça commence à se faire de plus en plus.
Merci. Puis, si je peux juste ajouter un petit quelque chose, la ville, j'allais regarder là, dans un document de la ville, puis la ville de Trois-Rivières a estimé que le coût additionnel était de 15 des biorétentions par rapport à un projet conventionnel. Et là, évidemment, ce 15 %-là inclut, comme Sarah le disait, justement le fait qu'on ait converti un réseau unitaire en pluvial, mais on a aussi le fait que, bon, par exemple, les systèmes de redondance qui ont été conçus, un petit peu le surdimensionnement de la biorétention. Donc, en optimisant le système, peut-être qu'on peut penser que les coûts seraient, en tout cas du moins initiaux, au niveau de la construction, seraient peut-être plus intéressants, plus faibles que ce 15 % additionnel. En plus, évidemment, de tout ce qui a été prévu pour le suivi scientifique aussi. Là. Merci. Écoutez, je dois, là, on a vraiment dépassé le temps, puis moi-même, je dois quitter, donc il va falloir qu'on mette fin à ça. Par contre, pour les chercheurs, il y a dans le chat, il y a quelques questions, si vous voulez les prendre, puis voir si vous êtes en mesure d'y répondre, on pourra faire le suivi de cette façon-là. Sinon, comme je vous dis, l'enregistrement de cette présentation sera disponible, les rapports bientôt disponibles en ligne. Et puis, on pourra communiquer ou diffuser de l'information sur les prochaines présentations que vos équipes là, vont donner. Donc, merci encore infiniment. Super travail, vraiment très utile pour la suite des choses. Et puis, merci à tous les participants qui ont été nombreux aujourd'hui là, à assister à ce séminaire. Merci beaucoup.